Je voudrais reprendre la question de l'animalité à nouveau frais dans une perspective qui sera probablement plus contemporaine, plus moderne, et dans la perspective de ce qu'on va appeler l'antispécisme ou le mouvement pour le droit des animaux à partir des années 60-70, plutôt d'ailleurs dans le monde anglo-saxon que dans le reste de l'Occident. Alors, d'où provient cette question d'antispécisme et de droit des animaux? Elle naît de la crise d'un modèle de représentation de l'animal qui va s'imposer avec la modernité, un modèle qui est essentiellement mécanique et que l'on doit à Descartes, René Descartes. Descartes va développer une description de l'animal comme animal-machine. Animal-machine. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pour Descartes, il n'y a pas de distinction existentielle, même s'il y a une différence de nature, il n'y a pas de différence existentielle, de mode d'existence, entre l'animé et l'inanimé. Quel était le critère de distinction entre l'animal et le végétal, par exemple, chez Aristote, dans le traité sur l'âme d'Aristote en particulier? Pour Aristote, les animaux sont doués d'anima, c'est le cas de le dire, ils sont doués d'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que l'anima? C'est ce qui anime, c'est-à-dire ce qui rend possible, premièrement, la sensibilité, mouvement interne de l'organisme. Deuxièmement, ce qui anime le corps, c'est ce qui le met en mouvement. Et donc les deux critères de l'animé par rapport à l'inanimé qu'est le végétal qui n'en possède qu'un seul, la sensibilité, et encore pas de manière flagrante, c'est ce double mouvement, mouvement vers l'extérieur et mouvement vers l'intérieur, autrement dit sensibilité et dynamisme. Et c'est ce modèle dont va hériter Descartes au XVIIe siècle. Alors, ce modèle est déjà entré en crise au Moyen Âge. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'idée selon laquelle les animaux ont une âme peut poser problème au Moyen Âge? Moyen Âge occidental et chrétien, oui. Oui, bah, par rapport effectivement à la théologie chrétienne, euh, seuls les êtres humains ont une âme au sens propre du terme. Seuls eux seront appelés à ressusciter après le jugement dernier. Le reste de la création n'est pas concerné par la question du salut et donc n'est pas concerné par la résurrection de la chair. Donc, pendant tout le Moyen Âge, en fait, il va y avoir sur cette question-là, comme souvent d'ailleurs dans le rapport avec Aristote,
un problème, c'est qu'Aristote est païen et ça ne lui pose aucun problème d'affirmer que les animaux ont un principe spirituel, ont une âme, même si ce n'est pas l'âme rationnelle des êtres humains. En revanche, chez les Grecs, chez les Romains non plus d'ailleurs, en tout cas jusqu'à ce qu'ils deviennent chrétiens, la question du salut des âmes ne se pose pas. L'enfer n'est absolument pas, n'a pas la même fonction que dans le christianisme. Et donc, quand ce modèle aristotélicien va se retrouver transposé, notamment par saint Thomas d'Aquin, au Moyen Âge, la philosophie occidentale est mal à l'aise. Alors, Descartes va totalement achever, on pourrait dire, c'est-à-dire mettre un terme à cette représentation aristotélicienne de l'animal en affirmant qu'on peut expliquer le mouvement et la sensibilité des animaux de manière mécanique, c'est-à-dire par des purs mouvements sans pensée. Le mouvement des animaux peut être expliqué mécaniquement par d'autres mouvements. Mais qu'est-ce qui cause le premier mouvement des animaux? C'est une question à laquelle Descartes doit répondre. Est-ce que c'est une cause spirituelle? Non. Et ce qui va intéresser Descartes, c'est la manière dont on peut concevoir la sensibilité animale selon le modèle déjà cybernétique du signal. Descartes est un des premiers penseurs à penser la sensibilité, ou plutôt l'information sensible, comme stimulus, c'est-à-dire comme excitation extérieure qui met en mouvement l'organisme animal. Et donc, en ce sens, l'animal est dépourvu d'autonomie, il est une interface avec le monde extérieur, mais il est intégralement déterminé par son milieu. C'est son milieu qui le pousse à réagir. Il n'agit pas par lui-même. Il ne prend pas d'initiative, il est borné par l'instinct. Et au fond, entre l'huître et le singe, il n'y a que des degrés de complexité qui peuvent donner l'illusion que le singe est un animal plus spirituel que l'huître, qu'il a plus d'autonomie que l'huître, alors que finalement, pour Descartes, tout cela peut s'expliquer par une simple différence de complexité de l'organisme. La question qu'on pourrait poser à Descartes, c'est ce que va faire par exemple Maine de Biran au XIXe siècle, c'est est-ce qu'on ne peut pas en dire autant de l'être humain? Est-ce qu'on ne peut pas en dire autant de l'être humain? Est-ce que l'être humain n'est pas une machine plus complexe que le singe? Est-ce qu'il n'y a pas que des différences de degrés entre l'huître et l'être humain, et pas des différences de nature? Vous voyez que la question autour de laquelle on tourne depuis le départ, c'est finalement quel est le critère de distinction entre
l'être humain et l'animal? Et est-ce que ce critère est un critère infranchissable? Est-ce que c'est un critère qui est une muraille de Chine, heu, qui sépare la nature de l'animal et la nature de l'être humain? Ou est-ce que c'est une frontière poreuse, mobile? Voire est-ce que c'est simplement une question de point de vue sur la distinction? Que cette différence entre l'être humain et l'animal serait au fond construite par nos concepts, mais pas nécessaire. J'en viens plus directement à la question que j'avais annoncée, c'est-à-dire la question des droits des animaux. Question qui va émerger au XIXe siècle. Dans le domaine anglo-saxon, et en particulier dans le champ de ce qu'on va appeler l'utilitarisme en philosophie morale et politique. L'animal a-t-il des droits? Alors, premièrement, il faut se demander ce que c'est que le droit. Et le droit en ce sens pluriel, avoir des droits. D'une part, on entend par droit l'idée d'une reconnaissance de liberté garantie par la société, et en particulier par la société civile, la société politique, soumise à des lois. Donc les droits sont des libertés garanties par la société, et en particulier la société politique, sous la forme de lois. Et donc l'idée de droit est toujours corrélée à l'idée de devoir. Les droits que j'ai sont des devoirs que vous avez à mon égard. Les droits que vous avez sont des devoirs que j'ai à votre égard. Il n'y a pas complémentarité, il y a interexpression en fait entre le droit et le devoir. Mon droit c'est votre droit c'est mon devoir. Donc c'est la formulation exacte de la formulation, enfin de l'idée, la formule que je trouve particulièrement stupide. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut rien dire ça. En revanche, là où ça veut dire quelque chose, c'est que effectivement, mon droit, c'est votre droit, c'est mon devoir. Premièrement, donc, le droit s'attache à la notion de devoir. Il en est le revers. Deuxièmement, la notion de droit est rattachée à l'idée d'une subjectivité. Je suis un sujet de droit, c'est-à-dire que je peux avoir conscience de mes droits, je peux revendiquer mes droits. Je peux me battre pour mes droits. Alors, quel est le problème de droit des animaux? Ouais. Bah, les animaux surtout, exactement, les animaux ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. Et autre point peut-être, les deux critères du droit, c'est la corrélation droit-devoir et la corrélation droit-sujet. Est-ce que les animaux ont des...
Non, et alors ça, on l'a vu, ils peuvent pas être des sujets pleinement conscients de leurs droits. Est-ce qu'ils peuvent avoir la moindre représentation de devoir à l'égard, par exemple, des autres animaux? Est-ce que le lion va pouvoir prendre conscience que ce n'est pas très Charlie, par exemple, de manger la gazelle? Est-ce que l'animal est capable de s'auto-limiter, de se donner des devoirs? La réponse est probablement pas. Probablement pas. Euh, Là, on commence à comprendre qu'il va falloir en fait changer de concept de droit si l'on veut dire, si l'on ne veut pas seulement reconnaître des droits aux animaux, mais si on veut qu'ils en aient par nature. Il va falloir changer totalement notre représentation des droits si l'on est prêt à admettre que les animaux en ont. Quel est le problème? Premièrement, le premier problème, c'est au niveau de la corrélation droit-devoir. Qu'est-ce qui empêcherait l'animal d'avoir des droits? C'est qu'il serait incapable de se représenter la notion de devoir. Pour deux raisons. Premièrement, l'animal ne serait pas doué de raison pratique. Il serait incapable de se formuler le concept de loi. Deuxièmement, et peut-être que c'est une raison plus fondamentale encore, l'animal, les animaux et l'être humain n'ont pas le même rapport au temps. Pour pouvoir devoir, il faut avoir conscience d'une obligation à l'avenir. Quand je dois quelque chose, j'ai un rapport au temps qui est celui de quelqu'un qui s'endette par rapport à une génération future. Or, la conscience de l'animal, pourrait-on dire, elle n'est pas celle-là, elle est rivée sur l'instant présent, et elle n'est pas une conscience, on pourrait dire, une représentation de l'avenir. Bonjour, c'est parfait. Réveil, oui, moi aussi. Et donc, la conclusion serait que parce qu'il ne peut pas se représenter le devoir, l'animal ne peut pas avoir de droit. L'autre point, la relation droit-subjectivité. Qu'est-ce que c'est qu'être un sujet de droit? Premièrement, c'est le fait d'être capable de les objectiver, de les exposer dans des principes qui ne vaudraient pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble des membres de son espèce.
Deuxièmement, ça serait avoir des facultés qui permettraient un usage critique de son jugement. En gros, il faudrait que l'animal ait une conscience critique du bien et du mal, c'est-à-dire se pose la question des conséquences de son action dans son rapport aux autres. C'est pas gagné. Et troisièmement, il faudrait que l'animal soit responsable moralement de ses actes. Et là non plus, ce n'est pas gagné. Donc, pour le moment, il y a deux possibilités. Soit l'animal n'a pas de droit, parce qu'il n'est pas un sujet de droit, et parce qu'il n'a pas la représentation, il ne peut pas se représenter des devoirs. Ce qui est en cause, c'est la nature de l'animal. L'animal n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas doué de la raison pratique. Il ne peut pas se représenter ses propres actions. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'instinct. Et l'instinct, c'est l'accord parfait entre l'environnement et sa puissance d'agir ou de réagir. Pourquoi est-ce que l'être humain est un sujet de droit? Parce qu'il est précisément capable de se représenter son action, mais il est aussi capable de mal se représenter son action. C'est-à-dire que Hobbes va dire que si l'être humain est le seul animal doué de raison, il est aussi le seul animal à être capable d'être absurde. L'animal n'est jamais absurde, parce que c'est un être d'instinct, il est tout le temps en accord avec ce qu'il fait. L'être humain, lui, peut être absurde parce que comme il se représente son action, il peut toujours y avoir une erreur, un décalage entre sa représentation et ce qu'il fait. Entre ce qu'il fait et plutôt la représentation de ce qu'il fait. D'où la nécessité du droit chez l'être humain, et d'où son inutilité fondamentale chez l'animal. Ça ne viendrait jamais à l'idée du lion d'arrêter de bouffer la gazelle, mais ça viendrait non plus jamais à l'idée de la gazelle de dire « Ah, ce que tu me fais est injuste ». On n'est pas dans le loup et l'agneau de La Fontaine, si vous voulez. L'autre possibilité, donc, soit l'animal n'a pas de droit, disais-je, soit je reconnais des droits à l'animal. Autrement dit, je lui délègue des droits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en tant qu'être humain, je reconnais que j'ai des devoirs envers les animaux, mais ça ne veut pas dire
que l'animal a par nature des droits. Et cela pose le problème, en fait, de savoir au nom de quoi l'être humain serait le porte-parole de l'animal. Qu'est-ce qui autoriserait l'être humain à reconnaître des droits à l'animal? Donc en fait, le problème est le suivant. Soit l'animal n'a pas de droit et en droit, je peux tout lui faire subir absolument toutes les souffrances, mais à ce moment-là, il semble que je manque à mes devoirs à l'égard de moi-même, que je me déshumanise en maltraitant les animaux. Donc, soit l'animal n'a pas de droit, et à ce moment-là, la question qui se pose est celle des limites de mon action à leur égard et de la perte d'humanité que je peux ressentir en faisant souffrir les animaux. Mais d'un autre côté, si je reconnais des droits aux animaux, le risque, c'est l'orgueil de l'être humain qui s'autoriserait à accorder des droits à une créature qui ne peut pas être un sujet de droit. C'est la question de l'anthropomorphisme. Alors, on va envisager la dernière hypothèse d'abord. Est-ce qu'on peut reconnaître à l'animal des droits? Est-ce qu'on peut reconnaître aux animaux des droits? En réalité, cette idée n'est pas nouvelle, elle est même ancienne, elle est fondée dans l'idée épicurienne de contrat naturel. Chez les épicuriens, il est question d'une amitié, d'une sociabilité entre l'animal et l'être humain. Ce n'est pas une idée qui est d'ailleurs propre aux épicuriens, on peut la trouver notamment dans les mythes cosmogoniques, les mythes de création du monde chez Platon. Il y a l'idée d'un arrangement, d'un contrat entre l'être humain et l'animal. C'est le contrat de la domestication. Et on trouve cette idée notamment dans le livre 5 du De Natura Rerum, D-E, Natura, N-A-T-U-R-A, Rerum, R-E-R-U-M, De Natura Rerum, ce qui signifie en latin de la nature des choses, au sujet de la nature des choses, au chant 5, c'est un poème, donc c'est des chants, le chant 5 du De Natura Rerum de Lucrèce, qui est un poète latin, et qui est aussi
On pourrait dire que c'est le philosophe épicurien le plus systématique dont on ait des écrits aujourd'hui. Quelle est l'idée de Lucrèce? Dans la domestication, chaque partie donne, mais ne donne pas la même chose. C'est l'idée d'une transaction. Dans la transaction, effectivement, il y a bien échange, mais pas échange de la même chose. C'est le principe juridique du do ut des, do, do, ut, ut, des, des, do ut des, c'est-à-dire je donne pour que tu donnes. Par exemple, je te donne la sécurité et la nourriture, et tu me donnes ta force de travail, ton lait, ta laine, tes cornes, etc. Et donc, il y a une responsabilité de l'homme à l'égard de l'animal, dans la mesure où l'animal peut être utile à l'homme. Alors, ça pose un problème, enfin, ça pose deux problèmes. Premièrement, le mouton ne signe rien, c'est-à-dire que le contrat est tacite, il n'est pas explicite. Seul l'être humain a la capacité de se représenter le contrat, de le formaliser. L'animal, lui, n'a pas la capacité, ce n'est pas un sujet de droit dans cette conception. Et deuxièmement, il y a des animaux qui sont inutiles, voire nuisibles à l'homme, et ces animaux-là sont hors contrat. Ils ne sont pas concernés par le contrat de domestication. Le lion, par exemple, chez Lucrèce, reste hors contrat. Et donc, il ne peut y avoir de reconnaissance de droit à l'égard de l'animal que dans la mesure où une domestication, c'est-à-dire finalement une domination de l'homme sur l'animal, est possible. Donc, tout se passerait comme si la reconnaissance de droit à l'animal de la part de l'être humain s'adosserait à une domination de l'homme sur l'animal. Pour que je puisse te reconnaître des droits, cher animal, il faut que je puisse te dominer. Si je ne peux pas te dominer, si je suis obligé de te chasser, si je suis obligé de me protéger contre toi, bref, si je ne peux pas te dominer, te domestiquer, alors je ne peux pas te reconnaître de droit. Alors, ce que va dire Lucrèce, c'est que certains animaux sont portés spontanément à protéger l'être humain. Ils sont poussés de leur propre chef à la protection de l'homme. Et c'est ce que va remarquer Lucrèce en disant que certains animaux ne peuvent pas se passer en fait de la compagnie des hommes. Les chiens en particulier et les bêtes de somme. Je lis le texte. Nombreuses aussi, donc c'est à partir du vers 855 du livre 5 du De Natura Rerum. Nombreuses aussi les espèces qui durent alors périr et ne purent se propager en se reproduisant, car toutes celles que tu vois respirer l'air vital, c'est leur ruse, leur bravoure ou leur vitesse enfin, qui depuis l'origine ont sauvegardé leur lignée, ou bien encore leur utilité nous les recommande.
Nombreuses, elles subsistent sous notre protection. La bravoure protégea la race cruelle des lions et les autres fauves, la ruse les renards, la fuite les cerfs. Mais ces cœurs fidèles, les chiens au sommeil léger, et toute l'engeance des bêtes de labour, les troupeaux laineux et les espèces à cornes, sont tous confiés à la garde des hommes, Mémius. Portés à fuir les fauves, à rechercher la paix, une pâture abondante obtenue sans fatigue, ils reçoivent de tous ces biens pour prix de leur service, mais ceux à qui la nature ne donna nul moyen de vivre par eux-mêmes ou de nous fournir un service, grâce auquel nous leur accorderions nourriture et sauvegarde sous notre protection, assurément s'offraient aux autres comme proie et butin, entravés qu'ils étaient dans leur chaîne fatale, jusqu'au jour où la nature amena leur espèce à trépas. Alors, que dit Lucrèce ici? Lucrèce dit que spontanément, certains animaux qui sont incapables de se prémunir contre les fauves se sont rapprochés de l'être humain, et qu'il y a donc bien une forme de mutualité dans le contrat qui lie l'homme à certains animaux. Certains animaux recherchent la protection parce qu'ils ne sont pas assez rapides pour fuir les fauves. Et ils vont donc se mettre spontanément, sponte sua en latin, ils vont se mettre spontanément au service de l'être humain. Il y a donc, on pourrait dire, un signe de la nature. C'est la nature qui prédispose l'homme à être le gardien d'un équilibre naturel entre les espèces. Idée que l'on va retrouver, ou plutôt qui était déjà formulée, puisque le livre de la Genèse a probablement été rédigé avant le De Natura Rerum. Idée que, enfin même certainement, idée que l'on va retrouver dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Donc, le contrat n'est pas arbitraire. Ce n'est pas une décision unilatérale de la part de l'être humain. Il y a une forme de rationalité de la nature qui pousse l'homme à respecter certains devoirs à l'égard de certains animaux. Mais ça ne veut pas dire, dans cette conception, ça ne veut pas dire que l'être humain soit un sujet de droit, m'a dit. Oui, 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 oui. On pourrait dire que c'est un patient moral. Ce n'est pas un acteur moral, l'animal. En ce sens, l'idée de tutelle humaine sur les animaux peut nous être utile parce que on peut la transposer dans le domaine humain. Il y a des personnes qu'on place sous tutelle. Il y a des personnes à qui l'on reconnaît des droits sans pour autant affirmer qu'ils sont pleinement responsables de leurs actes, qu'ils sont de plein droit des sujets de droit. Par exemple, les enfants, et tout particulièrement ce qu'on appelle en droit français les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire les enfants qui ont moins de 15 ans, et certaines personnes handicapées mentalement, atteintes de maladies neurodégénératives, on les place sous tutelle, précisément parce qu'un médecin va juger
qui ne peuvent pas être tenus pour pleinement responsables de leurs actes, qu'ils ne peuvent pas formuler, par exemple, de décisions éclairées, de, de donner un consentement pleinement éclairé. D'où le caractère aggravé et automatique de certaines peines lorsqu'on s'en prend à ces personnes particulièrement vulnérables aussi. Alors, cela suppose donc de modifier notre représentation du droit. Quel est le critère de la subjectivité ici? Ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas la capacité à choisir. Je vais simplement fermer la porte. Ce n'est pas non plus la capacité à se représenter le bien et le mal, c'est la sensibilité, le fait de pouvoir, en particulier, souffrir. C'est la raison pour laquelle, selon ces auteurs anglo-saxons qui viennent tous du courant utilitariste, j'expliquerai cela la prochaine fois, c'est la raison pour laquelle nous reconnaissons des droits aux enfants et aux malades mentaux. Ils n'ont pas la capacité de formuler des choix éclairés, ils n'ont pas la capacité de discerner forcément entre le bien et le mal, mais en revanche, ils ont la capacité de souffrir. Et parce que nous sommes capables de les faire souffrir, nous devons leur reconnaître des droits, et peut-être même des droits plus importants encore, plus sévèrement garantis par l'État, euh, qu'à d'autres sujets de droit capables justement d'autonomie et de discernement. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que on peut très bien considérer qu'on reconnaît aux enfants et aux malades mentaux des droits tout simplement parce que ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas simplement des êtres capables de souffrance, ce ne sont pas simplement des êtres sensibles, ce sont des membres de notre espèce et qu'en ce sens, naturellement, en fait, nous leur devons le respect moral. Cette question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes pour les animaux. Autrement dit, je ne suis pas certain que nous devions reconnaître les mêmes droits euh, à des individus capables également de souffrir, voire de plus grands droits, à des droits plus importants à des êtres capables de plus souffrir. Il y a un philosophe australien, je crois, qui s'appelle Peter Singer, qui a affirmé, je reviendrai là-dessus, qui a affirmé que par exemple un singe en plein état de santé
devrait, en vertu du principe utilitariste qu'il faut faire le moins souffrir possible, il devrait avoir plus de droits qu'une personne handicapée euh, attachée à son lit d'hôpital qui ne ressentirait rien, qui ressentirait moins, qui aurait moins de facultés sensibles. Bon, autrement dit, s'il faut choisir entre euthanasier un singe et une personne handicapée, Peter Singer choisit la solution allemande, hein, à savoir euthanasier l'handicapé. Ce qui pose évidemment un problème moral de fond. Est-ce qu'on ne doit pas plus à nos semblables parce qu'ils sont nos semblables qu'aux animaux parce qu'ils sont capables de souffrir? Autrement dit, est-ce que la sensibilité est le seul critère qui vaille pour définir les devoirs moraux que nous avons à l'égard d'autrui? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Moi, ça m'intéresserait. Sûr? Ok. Parce que c'est un vrai problème, si vous voulez. Effectivement, on peut se dire que il est moins moral de conduire un porc à l'abattoir que de manger une huître. C'est une question de sensibilité nerveuse, si vous voulez. L'huître, euh, selon toute probabilité, souffre moins quand on la mange que quand on estourbit et qu'on tue, qu'on saigne un porc. Ok, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que si un être humain est désensibilisé, il est moins immoral de le conduire, lui, à l'abattoir pour le manger, que de conduire un porc parfaitement doté de ses facultés sensibles à l'abattoir? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Donc, il ne s'agit pas de traiter les animaux comme des chiens, si j'ose exprimer cette expression, utiliser cette expression, mais il ne s'agit pas non plus de traiter les êtres humains comme des animaux. Voilà. Je reviendrai sur ce problème demain, si vous le voulez bien. Et j'en aurai terminé, évidemment, pour l'année